L'année dernière, on vous présentait un projet sur la gestion de l'eau avec les PLTQ dans le cadre du plan d'agriculture durable du MAPAC. On se souvient, 10 entreprises participent à ce projet parmi les membres des PLTQ. En 2022, nous sommes allés réaliser des diagnostics de la performance des systèmes d'irrigation chez plusieurs de ces entreprises. Nous avons fait plusieurs observations et il est maintenant le temps de vous les partager. Nous présenterons nos observations en 3 vidéos, soit le goutte à goutte, l'aspersion pour les producteurs de fraises et framboises du Québec et l'aspersion pour les producteurs de légumes de transformation du Québec, plus précisément pour les haricots et les pois. Nous sommes donc aujourd'hui à la plateforme d'innovation en agriculture biologique de l'IRDA à Saint-Bruno-de-Montarville avec Paul Deschênes, professionnel de recherche à l'IRDA, afin de discuter des indicateurs clés de la performance des systèmes d'irrigation, plus spécifiquement des systèmes par aspersion qu'on retrouve chez les PLTQ. Dans le cadre du projet PAD avec les PLTQ, les 2 cultures d'intérêt, c'était le pois et les haricots de transformation. Au Québec, ces 2 cultures-là, on les retrouve principalement en Montérégie, puis dans l'Anaudière. Pour ce qui est des haricots, c'est environ sur 105 fermes qu'on va avoir cette culture-là de produite. Pour ce qui est du pois, c'est plutôt 150 fermes sur lesquelles la culture va être produite au Québec. En termes d'hectares, qu'est-ce que ça représente, ça? C'est environ 2500 hectares pour les haricots et à peu près 4500 hectares pour les pois. Suite au portrait global de cette production au Québec dépicté par l'agronome de l'IRDA, je l'ai questionné afin d'en savoir un peu plus sur ces fermes. Il faut savoir que ces 2 cultures-là sont produites sur 2 types d'entreprises habituellement, soit des entreprises maraîchères ou des entreprises de grande culture. Donc, ces entreprises-là vont intégrer les cultures de haricots et de pois de transformation dans leur système de rotation de culture. Donc, on peut s'imaginer que c'est des entreprises qui sont grandement différentes, donc des cultures maraîchères, des cultures de grande culture. Alors, pour ce qui est de la gestion de l'irrigation, les entreprises maraîchères vont habituellement posséder un système d'irrigation qu'ils vont pouvoir utiliser pour irriguer les cultures de haricots et de pois de transformation. Mais dans le cas des producteurs de grandes cultures, eux, c'est plutôt rare qu'ils vont être équipés de systèmes d'irrigation. Donc, on a 2 types d'entreprises qui n'auront pas du tout la même gestion liée à leur irrigation pour la culture de haricots et de pois de transformation. Maintenant qu'on connaît un peu mieux le type d'entreprise agricole qui produit ces légumes de transformation, j'ai demandé à Paul Deschênes quel type de système d'irrigation est-ce qu'on retrouve chez les producteurs qui irriguent ces cultures. Quand on parle de production de haricots et de pois de transformation, on fait référence à des grandes surfaces cultivées. Puis, quand on fait référence à des grandes surfaces sous culture, c'est nécessairement des systèmes d'irrigation par aspersion qu'on va retrouver au Québec. Dans le projet, avec les producteurs de haricots et de pois de transformation, les systèmes d'irrigation qu'on a rencontrés dans les 2 dernières saisons, c'était les rampes et les canons avec enrouleur et le pivot central. L'expert en irrigation de l'IRDA vient de nous parler que les superficies des champs considérés sont importantes. Je me questionne donc, est-ce que ça apporte des défis pour la gestion de l'irrigation? Il y a définitivement des défis à relever quand on parle de gestion d'irrigation pour des super grandes surfaces, comme c'est le cas pour le haricot et le pois. Une des raisons pourquoi c'est un défi, c'est en lien directement avec la gestion de l'irrigation. Au Québec, on voit souvent de la gestion d'irrigation effectuée avec des tensiomètres ou des sondes de teneur en eau. C'est bien pour des surfaces qui sont un peu plus limitées. Mais quand on parle de surfaces qui sont plus importantes, comme c'est le cas avec les producteurs de légumes de transformation, c'est un peu plus difficile à utiliser uniquement ces outils d'aide à la décision-là, parce qu'on se rend compte assez rapidement qu'on ne pourra pas en installer à tous les endroits nécessaires dans nos différents champs en culture, pour ces différentes cultures-là, effectivement. Donc, un aspect qui peut être intéressant, c'est la gestion de l'irrigation par le bilan hydrique, qui, lui, peut amener une meilleure adaptabilité à des plus grandes surfaces en gestion de l'irrigation. Puis, justement, le bilan hydrique est ce qui est recommandé auprès des producteurs de légumes de transformation du Québec pour leur gestion d'irrigation, principalement pour le haricot, justement, et le pois de transformation. Un autre défi important à mentionner pour la gestion de l'irrigation en grande surface comme ça, c'est justement qu'on n'a pas de système qui est fixe, c'est des systèmes qui sont mobiles. Donc, ça veut dire que ça implique que les producteurs doivent nécessairement déplacer leur système d'irrigation d'un champ à l'autre quand on est en période justement d'irrigation. Donc, c'est une logistique qui demande
une très grande demande en termes de main-d'œuvre, dépendamment du type de système d'irrigation. Puis ça amène une certaine problématique qui fait en sorte que la culture risque de subir un stress hydrique parce que les apports en eau d'irrigation vont peut-être être un peu décalés en termes du besoin, puis du moment où est-ce que l'apport en eau va être apporté directement au champ. On sait les défis auxquels font face les producteurs concernant l'irrigation de ces cultures. On connaît aussi les différents systèmes d'irrigation habituellement utilisés. Je m'intéresse maintenant à la mesure de leur performance. J'ai donc demandé à Paul, quand on parle des indicateurs clés de la performance d'un système d'irrigation par aspersion, pour les systèmes mentionnés précédemment, à quoi fait-on référence? Donc, on fait référence en premier lieu à la notion d'uniformité d'application de l'eau d'irrigation. Ça veut dire que c'est la variabilité des volumes d'eau qui sont répartis sur la surface irriguée. Donc, on va viser une valeur maximum d'uniformité pour un système d'irrigation. Puis, ça se mesure par une équation d'uniformité de la distribution de l'eau ou, comme on appelle communément, le fameux DU. On y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, on peut aborder l'aspect de l'efficacité de l'apport en eau par le système d'irrigation. Est-ce que l'eau est rendue disponible au prélèvement par la culture? Plusieurs conditions vont faire en sorte qu'on a un volume plus ou moins important d'eau d'irrigation qui ne va pas être valorisé. Par exemple, une durée d'irrigation qui serait trop longue va occasionner des pertes d'eau sous la zone de sol colonisée par les racines de la culture. Ou encore un débit d'application d'eau d'irrigation supérieur au taux d'infiltration va pouvoir occasionner du ruissellement d'eau en surface. Des pertes d'eau par évaporation risquent aussi de se produire si les irrigations sont réalisées quand la température de l'air est élevée, tout comme des pertes d'eau par dérive lors des épisodes de vent. D'autres aspects comme les types de systèmes culturaux vont aussi influencer l'efficacité de l'apport en eau par les systèmes d'irrigation. En discutant avec Paul Deschênes, un constat est sans équivoque. Le moment opportun pour faire les irrigations est très important. Effectivement, toutefois, même si l'efficacité est cruciale, elle ne peut pas être mesurée quand on fait un diagnostic de la performance. Si on veut obtenir cette information-là, un moyen possible, c'est de mettre en relation les volumes d'eau d'irrigation appliqués, puis les rendements produits obtenus. Donc, on parle d'efficacité de l'utilisation de l'eau. On mesure donc l'uniformité quand on réalise un diagnostic de la performance d'un système d'irrigation. Puis, dans le cadre du projet, on en a réalisé quelques-uns dans les saisons 2022 et 2023. Un sur un pivot central, un sur un canon avec enrouleur, puis un dernier sur une rampe avec enrouleur. L'expert de l'IRDA nous parle du diagnostic de performance. Je me questionne donc sur comment on réalise un tel diagnostic et si c'est différent selon le type de système d'irrigation. Tout diagnostic de performance doit comprendre les étapes suivantes. Une analyse préliminaire du système d'irrigation, les correctifs nécessaires à apporter au système d'irrigation avant d'évaluer la performance, donc si nécessaire, puis finalement l'évaluation du système d'irrigation. Il y a quand même des différences majeures entre les diagnostics qu'on va réaliser sur des systèmes par aspersion fixes, des systèmes par aspersion mobiles, puis des systèmes goutte à goutte. Toutefois, ces différences demeurent sur le matériel utilisé puis la méthodologie uniquement, soit dans la dernière étape de l'évaluation du système d'irrigation. Pour les systèmes mobiles avec enrouleur, donc les rampes et les canons, puis également les pivots, il faut évaluer la hauteur d'eau distribuée sur l'ensemble de la largeur de l'application. Des piquets sont installés perpendiculairement au sens d'avancement du système. Sur ces piquets-là, on va installer des contenants qui servent à recueillir l'eau. Puis, on va réaliser 2 transects de piquettes et de pots qui vont être installés dans le champ. La distance sur laquelle les pots vont être installés pour le canon va être obtenue en considérant le rayon d'action du système. Donc ça, on obtient cette donnée-là en consultant les informations du fabricant, mais aussi en considérant l'importante expérience des producteurs. Pour ce qui est de la rampe, les pots vont être installés sur toute la largeur de cette dernière, puis en considérant le rayon d'action des plus gros gicleurs à ses extrémités s'il y a lieu. Pour le pivot, la procédure va être la même que pour la rampe, seulement à l'exception qu'on va omettre volontairement les premiers 50 mètres du pivot à partir du point central, étant donné la faible vitesse d'avancement à cet endroit. Une fois les pots bien positionnés au champ, le système d'irrigation va être mis en marche le temps nécessaire pour que l'eau soit récupérée par l'ensemble des pots sur les 2 transects. Les volumes d'eau recueillis sont ensuite mesurés avec des cylindres gradués. Les données obtenues vont servir au calcul de l'indice de l'uniformité de la distribution de l'eau, le fameux DU dont j'ai mentionné tout à l'heure.
L'ensemble de ces méthodes est décrit dans le guide technique Gestion raisonnée de l'irrigation. Un des avantages quand on fait un diagnostic de performance pour des systèmes d'irrigation par aspersion, c'est qu'on peut utiliser des pluviodières. C'est quoi ça, un pluviodière? C'est une chaudière qui est recouverte d'un entonnoir. Puis ça a pour effet de minimiser l'évaporation de l'eau recueillie. On peut donc installer ces contenants au sol, puis revenir quelques heures après l'arrêt du système d'irrigation pour prendre nos mesures, puis être confiant que les volumes d'eau récupérés sont toujours adéquats. Dans le projet, une analyse des données a été réalisée pour calculer le DU, comme indiqué précédemment. Donc, on a réalisé un court rapport qui décrivait les observations et les résultats. On a présenté ces petits rapports-là aux différents producteurs concernés pour leur faire état du diagnostic réalisé sur leur ferme. Pour ce qui concerne les rampes, on a pu apprécier les performances d'une rampe à basse pression dans des conditions venteuses. Donc, on avait une vitesse moyenne du vent aux alentours de 9 km/h, mais on avait quand même des vitesses de pointe allant jusqu'à 27 km/h. Donc, ce système d'irrigation-là a quand même permis de mesurer une très bonne valeur de DU, malgré les conditions présentes. Mais ce qu'on peut mentionner par rapport aux rampes, c'est que des résultats similaires auraient probablement pas été obtenus avec une rampe de type haute pression, parce que cette dernière envoie l'eau directement en hauteur, ce qui aurait favorisé beaucoup plus la dérive. Aussi, quand on a fait le diagnostic avec un canon avec enrouleur, on observe très bien l'importance du patron de recoupement pour l'efficacité de ce système-là. Ça veut dire que les passages du canon dans le champ doivent permettre le recoupement afin d'augmenter l'uniformité d'application de l'eau d'irrigation. Ce type de système démontre une meilleure distribution de l'eau nécessairement en absence de vent. Merci Paul pour cette vidéo très instructive. Maintenant, en terminant, voici un tableau résumé des différents points abordés durant cette vidéo. Tout d'abord, pour ce qui est des principales entreprises productrices de haricots et de pois de transformation, ce sont habituellement des entreprises maraîchères ou de grandes cultures. L'irrigation par aspersion est généralement utilisée sur ces entreprises. Pour ce qui est des types de systèmes d'irrigation, on parle de canons enrouleurs, de rampes enrouleurs ou de pivots. Un défi important pour la gestion de l'irrigation de ces cultures, c'est justement la grande surface en culture. C'est pourquoi le bilan hydrique est habituellement l'outil d'aide à la décision approprié. Autre défi important, le déplacement des différents systèmes d'irrigation d'un champ à l'autre. Ça peut parfois augmenter le délai entre le besoin en eau de la culture et le moment de l'irrigation. Si vous voulez en savoir plus sur la méthodologie pour la réalisation d'un diagnostic de la performance d'un système d'irrigation par aspersion, tout est détaillé dans le guide technique Gestion raisonnée de l'irrigation, paru au CRAAC en 2018.